Bonsoir. Alerte, la DGSE recrute. La Confédération AES doit redoubler de vigilance. Avez-vous déjà rêvé de devenir agent secret? Si c'est le cas, c'est peut-être le moment d'y réfléchir car la DGSE, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, recrute en ce moment plusieurs centaines d'agents dans tous les domaines. On a suivi tout cela façon espion. Je suis tombé par hasard sur ce texte d'un auteur inconnu parce que l'auteur ne l'a pas signé, mais cela n'entache en rien la pertinence et l'importance des informations contenues dans ce texte que je partage avec vous ici. Le 10 juin 2026, le journal français 20 minutes a publié un article qui, en apparence, ne parle que d'offres d'emploi. Il explique que la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, recrute dans plus de 250 métiers. Cyberdéfense, data, langue rare, logistique, administration, sécurité. On y lit que cette institution, longtemps associée aux agents de terrain et aux opérations secrètes, cherche désormais des ingénieurs, des linguistes, des spécialistes des systèmes d'information, des data scientists, des logisticiens, des experts en menaces quantiques. Le service semble vouloir casser l'image trop étroite de l'espionnage. Il dit avoir besoin de profils fiables, compétents, capables d'évoluer dans un environnement sensible. À première vue, cela ressemble à une simple campagne de recrutement. Mais posons la question, pourquoi la DGSE communique-t-elle soudainement autant? Pourquoi ouvre-t-elle ses portes à des centaines de profils civils, techniques, administratifs? Parce que le renseignement extérieur français est en pleine modernisation. Parce que la guerre a changé de nature. Parce que les drones, les satellites, les écoutes, la manipulation des réseaux sociaux, la collecte de données massives sont devenues les armes les plus efficaces. Et parce que le Sahel, justement, est l'un des théâtres où ces armes sont utilisées. Rappelons les faits. Le 29 janvier 2026, la base aérienne 101 de Niamey a été attaquée. Ce n'était pas un coup de main de quelques rebelles désorganisés. Les assaillants circulaient en convoi synchronisé. Ils disposaient de matériel de vision nocturne dernier cri, de systèmes de communication cryptés, d'armes dont les numéros de série avaient été soigneusement effacés. Sur leur corps, les soldats nigériens ont trouvé des téléphones portables contenant des messages codés, des billets en euros fraîchement imprimés et des rations alimentaires portant des étiquettes de fabrication d'un pays membre de l'OTAN. Les autorités de Niamey ont fait le lien avec une date précise, le 29 janvier 2025. Un an plus tôt, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient officialisé leur retrait de la CEDEAO. Cette organisation, créée sous influence étrangère, servait depuis des décennies à maintenir la mainmise économique et militaire sur la région. En se retirant, les trois pays ont repris leur souveraineté. En représailles, l'attaque de Niamey a été programmée comme une signature, un avertissement. Ce n'était que le début. Le 25 avril 2026, le Mali a été frappé sur 7 localités simultanément. Gao, Kidal, Sévaré, Kona, Mopti, Kati et Bamako. Cette attaque, lancée à la même heure par plus de 12 000 combattants terroristes et mercenaires lourdement armés. Pourquoi 7? Parce que les planificateurs savent que les forces de défense ne peuvent pas être partout à la fois. En dispersant les feux, on espère créer un sentiment d'impuissance. Les rapports de renseignement collectés après les affrontements montrent que les assaillants utilisaient des drones de reconnaissance de fabrication turque reconditionnés dans des ateliers situés sur le territoire d'un pays européen. Ils disposaient de cartes topographiques détaillées avec des annotations en langue étrangère. Ils connaissaient minute par minute les rotations des patrouilles maliennes. Cela signifie qu'ils bénéficiaient d'un renseignement en temps réel. Et aucun groupe djihadiste isolé ne peut produire seul ce niveau de coordination. Qui peut fournir ce genre de renseignements? Qui dispose de moyens techniques de pointe, de réseaux d'agents, de capacités d'écoute et d'analyse? Précisément, les services comme la DGSE. L'article de 20 minutes nous apprend que la DGSE recrute massivement des experts en cyber, en data, en langue rare, en intelligence artificielle. Ces compétences servent officiellement à protéger les intérêts français.
Mais elles peuvent aussi servir à déstabiliser ceux qui refusent de se soumettre. Car la logique est simple. Tant que les pays du Sahel acceptaient les bases militaires étrangères, les accords de coopération technique qui confisquent les ressources, l'uranium à bas prix, l'or et le coton sous contrôle, tout allait bien. Mais quand le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont dit non, non aux troupes étrangères sur leur sol, non à la CEDEAO devenue un porte-voix, non aux injonctions de l'ancienne métropole, le ton a changé. Emmanuel Macron lui-même, lors d'un déplacement à Nairobi au début de l'année 2026, a répété devant des journalistes son souhait de voir échouer ce qu'il appelle, je cite, l'expérience autoritaire du Sahel. Fin de citation. Il ne l'a pas dit une fois, il l'a redit devant des chefs d'État africains réunis en marge d'une conférence sur le climat. Ces paroles ne sont pas restées sans suite. Dans les semaines qui ont suivi, les attaques se sont intensifiées. Les saisies effectuées par les forces sahéliennes ont permis de remonter des chaînes d'approvisionnement jusqu'à des ports européens. Les conteneurs arrimés sous de fausses déclarations de marchandises humanitaires, des livraisons d'équipements médicaux qui contenaient en réalité des lance-roquettes, des transferts de fonds via des organisations non gouvernementales servant de couverture. Tout cela a été documenté, présenté aux chancelleries africaines. Mais les grandes agences de presse occidentales n'en parlent pas. Elles préfèrent parler de guérilla endémique, de violence intercommunautaire, de défaillance des États sahéliens. Pendant ce temps, la DGSE affiche ses besoins. Elle cherche des traducteurs en langue rare, des langues comme le Hausa, le Peul, le Songhai, le Bambara. Pourquoi pas? Officiellement pour collecter du renseignement. Mais dans un contexte où le Sahel est en guerre, où des mercenaires étrangers sont envoyés pour tuer des soldats nationaux, avoir des locuteurs natifs de ces langues permet aussi d'infiltrer les réseaux, de retourner des informateurs, d'orchestrer des opérations sous faux drapeau. Le recrutement massif de la DGSE n'est pas anodin. Il correspond à une montée en puissance de la guerre hybride. Et cette guerre hybride, l'hiver noir en est l'expression la plus brutale. Les forces de défense et de sécurité du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont pourtant résisté. À Niamey, la base 101 a été défendue pied à pied. Plus de 120 terroristes ont été neutralisés. Au Mali, les forces spéciales ont repris Gao, Kidal, Sévaré en moins de 72 heures. Ces succès montrent que la souveraineté n'est pas un vain mot, mais la lutte est loin d'être finie. Les planificateurs étrangers disposent de réserves quasi infinies de mercenaires recrutés dans les zones de guerre du Moyen-Orient et du Caucase. Ils disposent de fonds transférés via des crypto-monnaies. Ils disposent de complicité au sein de certains appareils d'État africains encore inféodés aux anciennes puissances. Et ils disposent désormais, avec le recrutement de la DGSE, d'une armée d'analystes, de cyberguerriers, de spécialistes de la donnée, prêts à déstabiliser toute tentative africaine de se libérer. Ce que l'article de 20 minutes ne dit pas, c'est que derrière les beaux discours sur la protection des intérêts français, il y a la réalité crue. La France ne veut pas perdre son influence au Sahel. Elle ne veut pas que l'AES, cette confédération des États du Sahel qui unit le Niger, le Mali et le Burkina, réussisse. Parce que si elle réussit, d'autres pays africains suivront. La CEDEAO s'effondrera. La zone franc disparaîtra. Les bases militaires étrangères, déjà évacuées de force, ne reviendront jamais. C'est une course contre la montre. Et dans cette course, la manière forte a été choisie. Semer le chaos, multiplier les attaques, tuer des civils, brûler des écoles pour que les populations se retournent contre leurs propres dirigeants. L'hiver noir n'est pas une météo, c'est un plan. Un plan qui a été annoncé par le capitaine Ibrahim Traoré dès décembre 2025. On a souri dans les capitales occidentales. On a parlé de rhétorique de chefs d'État isolés. Les mêmes voix se sont tues quand les attaques ont eu lieu aux dates anniversaires du retrait de la CEDEAO, quand les preuves matérielles se sont accumulées, quand les mercenaires sont tombés avec des euros plein les poches et les rations de l'OTAN dans leur sac. Alors, maintenant, quand vous voyez un article sur la DGSE qui recrute, ne vous arrêtez pas à la surface. Creusez.
Demandez-vous pourquoi un service de renseignement a besoin de centaines de data scientists, de spécialistes en langue rare, d'ingénieurs en cyber. Demandez-vous comment les attaques du Sahel ont pu être aussi coordonnées, aussi bien équipées, aussi bien renseignées. Demandez-vous qui a intérêt à ce que l'Afrique ne se lève pas. Les réponses sont là, éparpillées dans les rapports officiels des pays de l'AES, dans les saisies de l'armée nigérienne, dans les messages interceptés, dans les dates soigneusement choisies. L'hiver noir va durer, il va prendre des vies, briser des familles, tester les cœurs. Mais les peuples du Sahel ont traversé des siècles de pillage, d'esclavage, de colonisation. Ils ne plieront pas devant des mercenaires payés en euros. Ils ne plieront pas devant des data scientists qui analysent leurs mouvements depuis des bureaux parisiens. Le printemps viendra et ce printemps portera un nom, celui de la Confédération AES, celui du Niger, du Mali, du Burkina Faso unis, celui de l'Afrique qui enfin se lève et ne se couchera plus. Merci d'avoir suivi ce texte d'un auteur anonyme et à très bientôt, Inch'Allah.